On n'oublie jamais une première fois et le football, lui, n'est pas prêt d'oublier sa première Coupe du Monde disputée il y a près d'un siècle en Amérique du Sud. C'est plus précisément en Uruguay que la compétition sportive la plus prestigieuse au monde fait ses grands débuts sur une idée lancée par le président de la FIFA de l'époque, un certain Jules Rimet. Un an plus tôt, lorsque l'instance entérine la création de ce tournoi, le Français ne se doute pas encore de l'immense difficulté que va réclamer l'organisation. La faute, notamment, à une crise économique qui bat son plein depuis le fameux crash de 1929. Dans ce contexte périlleux et malgré l'absence d'éliminatoire pour se qualifier, de nombreuses sélections se montrent réticentes à l'invitation de la FIFA. Et donc à rallier l'Uruguay, choisi pour son statut de double championne olympique et pour le centenaire de son indépendance en cette année 1930. Les équipes européennes sont tout autant refroidies par la longue et épuisante traversée maritime qui se profile, à tel point que 2 mois avant le coup d'envoi du tournoi, aucune sélection n'a clairement confirmé sa présence. Il faut alors l'intervention personnelle de Jules Rimet pour que la Belgique, la Yougoslavie, la Roumanie et la France, bien sûr, ne se décident finalement à traverser l'Atlantique. De l'autre côté de l'océan, l'Argentine, le Brésil, le Mexique, les États-Unis, le Pérou, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et bien entendu l'Uruguay complètent la liste. Le tournoi intégralement disputé à Montevideo peut officiellement démarrer le 13 juillet 1930 à l'occasion du match d'ouverture entre l'équipe de France et le Mexique. Et l'histoire, elle, est en marche. 3 groupes de 3 et un groupe de 4 répartissent les 13 sélections pionnières qui assistent globalement à une domination américaine. L'Argentine, l'Uruguay et les États-Unis filent dans le dernier carré, accompagnés de la Yougoslavie. Mais le seul espoir européen ne pèse pas bien lourd contre le pays hôte, balayé 6-1. Le même score permet à l'Argentine d'écarter les USA et d'atteindre la finale. Le 30 juillet, dans le mythique stade du Centenario, la première finale de la Coupe du Monde oppose donc les 2 géants sud-américains pour un remake des Jeux Olympiques de 1928. Et comme il y a 2 ans, ce sont les Uruguayens qui prennent le dessus. Une victoire 4-2 devant 70 000 spectateurs, suivie de scènes de liesse, d'un lendemain décrété fête nationale dans tout le pays et de célébrations de plusieurs jours. Mais au-delà du sacre historique de la Céleste, le football confirme être entré dans une nouvelle ère, celle de l'internationalisation. Et les Bleus dans tout ça. Convaincu par son compatriote Jules Rimet de participer à la compétition, l'équipe de France entame un long périple maritime pour rallier l'Uruguay. Le 21 juin 1930, à Villefranche-sur-Mer, les coéquipiers de Lucien Laurent embarquent pour le paquebot Monteverde, où se trouve déjà l'équipe de Roumanie, partie la veille depuis Gênes en Italie. Les tricolores sont ensuite rejoints par la Belgique lors d'une escale à Barcelone, puis par le Brésil à Rio de Janeiro. Avec tout ce petit monde à bord, cap sur Montevideo. Et après 15 jours de voyage, la délégation débarque enfin dans la capitale uruguayenne le 4 juillet, soit 9 jours avant le match d'ouverture contre le Mexique. Un adversaire tout autant méconnu que le niveau de cette équipe de France, créée en 1904. Depuis, les Bleus balbutient leur football dans un anonymat quasi systématique. Mais ce sont tout de même eux qui ont l'immense honneur d'ouvrir le bal de la Coupe du Monde. Sous quelques flocons de neige, la France prend le dessus sur le Mexique, 4-1, mais s'incline d'une courte tête contre l'Argentine, puis le Chili. Cruellement éliminée dès le premier tour de la compétition, l'équipe de France se retire avec les honneurs et des promesses. Et avec un nom inscrit dans l'éternité, celui de Lucien Laurent. Né le 10 décembre 1907 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, le milieu de terrain fait partie de la délégation française désignée pour disputer la Coupe du Monde en Uruguay. Sur le paquebot traversant l'Atlantique, le joueur du CA Paris ne se doute pas encore qu'il s'apprête à marquer l'histoire du football. On joue la 19e minute du match d'ouverture contre le Mexique quand l'homme aux 10 sélections reprend de voler un centre de Liberati. Les filets tremblent pour la première fois en Coupe du Monde et c'est l'œuvre d'un Français, en l'occurrence celle de Lucien Laurent, à jamais le premier. Si cette première Coupe du Monde de l'histoire grouille d'anecdotes, celle de l'Argentin Guillermo Stabile, elle, est peu commune, voire unique en son genre. Avec 8 réalisations en 4 rencontres, l'attaquant termine effectivement meilleur buteur du tournoi. Une prouesse pour un garçon qui n'a jusqu'à maintenant jamais porté le maillot de la sélection et qui ne le portera plus jamais ensuite. Appelé à remplacer au pied levé l'habituel titulaire Manuel Ferreira lors du second match, Guillermo Stabile présente une carrière internationale aussi courte que brillante. La Coupe du Monde 1934 restera à jamais comme l'une des éditions les plus politiques de l'histoire. Benito Mussolini, le dictateur italien, profite de la compétition pour s'en servir comme un outil de propagande. 2 stades à Rome et Turin portent d'ailleurs le nom de stade du parti fasciste et stade Mussolini.
Les miliciens du Duce, appelés les chemises noires, endossent même le rôle de stadier pour encadrer les spectateurs. Cette compétition est également marquée par des forfaits de taille. L'Angleterre continue de bouder la Coupe du Monde, mais l'absence la plus marquante est celle de l'Uruguay, tenante du titre. Le refus de l'Italie de se présenter à la Coupe du Monde 1930 entraîne le boycott du tenant du titre en retour. L'Uruguay reste ainsi la seule nation à ne pas se présenter pour défendre son titre. Le dédain de certains pays européens en 1930 pousse également l'Argentine et le Brésil à envoyer des équipes bis. Cette compétition restera également la première à être couverte en direct à la radio par de nombreux pays participants à la compétition. Pour accéder à cette Coupe du Monde, la FIFA organisera un tour préliminaire avec 32 équipes pour désigner les 16 équipes participantes à la phase finale. L'Italie, qui s'en sort lors d'un match coup-près face à la Grèce, restera le seul tenant du titre à défendre ses chances en qualification. La phase finale se déroule donc en phase éliminatoire avec 16 équipes. En cas de match nul après la prolongation, le match doit se rejouer, ce qui arrivera une fois lors du quart de finale houleux entre l'Italie et l'Espagne. Après avoir éliminé successivement les États-Unis, l'Espagne et l'Autriche, la sélection italienne où évolue un certain Giuseppe Meazza, qui a donné son nom au mythique stade San Siro, affronte la Tchécoslovaquie où évolue le meilleur buteur de la compétition, Oldrich Genedli, auteur de 5 buts. Cette finale, qui se déroule à Rome, voit l'Italie s'imposer 2-1 après prolongation avec un but décisif d'Angelo Schiavio, attaquant italien qui a fait toute sa carrière du côté de Bologne. La Squadra Azzurra devient donc la première nation européenne à remporter la Coupe du Monde, une Coupe du Monde bien plus difficile pour l'équipe de France. Après une élimination dès le premier tour en 1930, l'équipe de France se qualifie pour l'édition 1934 à la faveur d'un tour préliminaire victorieux face au Luxembourg. Une équipe de France qui ne compte pas un sélectionneur, mais un comité de sélection composé de 4 personnes. Les Bleus arrivent en confiance après une victoire en amical contre les Pays-Bas, 5-4, pour affronter l'Autriche, citée parmi les favoris de la compétition. Même si 10 000 supporters français font le déplacement à Turin, l'aventure française s'arrête dès les huitièmes de finale. Après un match nul, un partout à la fin du temps réglementaire, 2 buts autrichiens en prolongation plombent les rêves des Bleus. La réduction du score tardif de Verriest ne change rien, les Bleus sont éliminés. Une défaite logique dans la mesure où l'équipe de France sort tout juste de l'amateurisme avec un championnat de France qui n'existe seulement que depuis 2 ans. Cette édition 1934 est également marquée par le match sans doute le plus violent de l'histoire. En quart de finale, l'Italie affronte l'Espagne dans un match à la violence inouïe et à l'arbitrage plus que douteux. La rencontre se termine avec 11 blessés, 7 blessés côté espagnol, 4 blessés côté italien. Des joueurs qui ne pourront pas prendre part à la revanche, remportée par l'équipe italienne sur le score de 1-0, toujours dans des conditions arbitrales bien contestables. Cette Coupe du Monde 1934 aura également un goût bien amer pour le Mexique. La sélection mexicaine entre en effet dans l'histoire en devenant la seule équipe à traverser l'Atlantique pour ne pas disputer la compétition. La Tri était initialement qualifiée pour la Coupe du Monde après un tour préliminaire victorieux face à Cuba, mais a été contrainte de disputer un nouveau barrage face aux États-Unis. Après une défaite 4-2, les Mexicains n'ont donc pas pu accéder à la phase finale. Un verdict terrible à l'heure où traverser l'Atlantique prenait des jours et des jours en bateau. Car l'Europe, à cette époque, s'apparente de plus en plus à une poudrière. Oubliez le plus jamais ça de l'après-première guerre mondiale, les tensions montent doucement mais sûrement aux 4 coins du continent. Le football et le sport en général n'échappent pas à la montée des idéologies nazies et fascistes véhiculées par les équipes nationales d'Allemagne et d'Italie. 2 ans après les tristement célèbres Jeux Olympiques de Berlin, les 2 nations affirment leurs idées. Des saluts adressés aux tribunes, une Autriche annexée et remplacée dans la compétition par l'Allemagne, des presses nationales propagandistes et même de la peur instaurée chez les adversaires, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Pour se concentrer sur le sportif dans ce climat délétère et bancal, la Coupe du Monde reste en Europe pour la 2e édition consécutive. Après l'Italie, direction la France, où le pays hôte et le champion en titre sont désormais automatiquement qualifiés. Pour les 14 autres conviés, le système des éliminatoires est un passage obligé. Sauf pour l'Argentine, l'Uruguay, l'Espagne et l'Angleterre qui, pour raisons diverses et variées, déclinent l'invitation.
En revanche, deux petites nouveautés aussi étonnantes qu'éphémères s'invitent à la fête. Les Indes hollandaises, première représentante de l'Asie dans l'histoire du tournoi, et Cuba. Et pendant que la sélection des Caraïbes fait le job en 2 temps contre la Roumanie lors du premier tour, les Indonésiens sont lourdement écartés par la Hongrie. Le stade des 8e de finale, tous disputés le 5 juin 1938, voit la France, l'Italie, le Brésil et la Tchécoslovaquie se qualifier. Tout comme la Suisse, bourreau de l'Allemagne pour le plus grand bonheur du public français. Les Helvètes ne peuvent rien, en revanche, en quart de finale contre la Hongrie. La Suède, qualifiée d'office après le forfait de l'Autriche, s'amuse avec Cuba, le Brésil se défait difficilement de la Tchécoslovaquie et l'Italie trace sa route face à la France. Dans le dernier carré, l'Italie et les Magyars écartent respectivement le Brésil et la Suède pour se retrouver dans l'illustre stade de Colombes. À Yves du Manoir, l'expérience parle en faveur des Transalpins, vainqueur 4-2 et champion du monde pour la 2e fois consécutive. Et ça, c'est pour le plus grand soulagement des Hongrois. Car ce 19 juin 1938, la menace plane au-dessus des têtes des 22 acteurs. Elle est l'œuvre de Benito Mussolini. Comme il y a 4 ans, le Duce met la pression sur la Nazionale avant la finale. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le vestiaire transalpin reçoit un télégramme sans équivoque sur lequel on peut lire « Vaincre ou mourir ». Les partenaires de Giuseppe Meazza choisissent leur camp et triomphent. De quoi soulager le portier hongrois Antal Zabo, trompé à 4 reprises. Quelques années plus tard, le gardien de but confiera ne s'être, je cite, « jamais senti aussi heureux de ma vie après un match. Les 4 buts que j'ai encaissés ce jour-là ont sauvé la vie à 11 êtres humains. » Et les Bleus dans tout ça. A l'instar du champion du monde en titre, le pays hôte est désormais directement qualifié pour la phase finale. Sans passer par la case éliminatoire, l'équipe de France prend donc part à sa 3e Coupe du Monde consécutive sur ses terres. Et c'est par un affrontement avec le voisin belge, autre rare nation à avoir participé à toutes les éditions, que commence le tournoi pour les locaux. Le 5 juin 1938, 30 000 spectateurs envahissent le stade Yves du Manoir de Colombes pour assister à la 33e confrontation de l'histoire entre les deux frontaliers. 1 minute de jeu à peine est vénante, mais les tricolores sur de bons rails qui terminent le boulot dans la foulée par un doublé de Nicolas. Voilà la France qualifiée pour le premier quart de finale de son histoire où l'attend un véritable choc avec l'Italie qui vient de sortir laborieusement la Norvège. Dans une enceinte chauffée à blanc où le public est entièrement acquis au bleu, les Transalpins restent impassibles. Après une première mi-temps équilibrée, les champions du monde, tous de noir vêtus, font la différence dans le 2e acte et filent vers un second titre consécutif. La France s'arrête déjà là et devient le premier pays hôte à ne pas remporter la Coupe du Monde sur ses terres. C'est l'une, si ce n'est la star de ce mondial. Surnommé le diamant noir ou le caoutchouc en raison de son agilité, le Brésilien Leonidas épate la galerie en France. Les médias comme les supporters sont sous le charme du génial buteur Henri Verde. Omniprésent et enthousiasmant, le Sud-Américain fait le spectacle dès le premier match contre la Pologne. Un triplé dont un but marqué pieds nus dans la gadoue strasbourgeoise. Et voilà la Seleção lancée. Le phénomène récidive en quart de finale avec 2 nouveaux buts avant d'être laissé de côté en demi-finale par son sélectionneur. Grave erreur. Sûr de sa force, le coach brésilien veut reposer sa pépite avant la grande finale. Mais à Marseille, rien ne se passe comme prévu. Le Brésil est envoyé vers la petite finale par l'Italie, finalement remporté contre la Suède grâce à 2 nouveaux buts, évidemment de Leonidas. L'attaquant et son équipe sont reçus quelques jours plus tard en héros au Brésil. Des scènes de joie, de liesse et d'amour qui tranchent avec l'horreur dans laquelle le monde s'apprête à basculer. C'est 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale que la FIFA décide d'organiser la Coupe du Monde pour la maintenir en alternance avec les Jeux Olympiques. Une compétition à l'organisation balbutiante. Le stade Maracana, joyau annoncé de la compétition, voit son chantier prendre un inquiétant retard après la pose de sa première pierre en 1948. L'organisation brésilienne est dépassée par les événements et la FIFA fait appel au docteur Ottorino Baratti, grand artisan de la Coupe du Monde 1934 en Italie. Le 24 juin 1950, un stade Maracana restant en chantier peut tout de même accueillir le match d'ouverture. Outre le stade, la mise en route de la compétition en elle-même va s'avérer bien compliquée. Le tirage au sort est effectué seulement 1 mois avant le début de la compétition. Sur 16 équipes, 13 se présentent réellement pour disputer la compétition. L'Écosse, la Turquie, l'Inde déclarent forfait, la France, le Portugal ou encore l'Irlande, invités pour les remplacer, ne répondent finalement pas favorablement. Résultat, 4 poules déséquilibrées, avec 2 poules de 4, une poule de 3 et même une poule de 2
l'organisation souhaitant ne pas déséquilibrer la répartition des matchs. Lors du premier tour, le Brésil et l'Espagne se sortent d'un groupe de 4, la Suède d'un groupe de 3 et l'Uruguay remporte son unique duel face à la Bolivie. Loin d'aligner sa meilleure équipe, le tenant du titre de l'édition 1938 sort dès le premier tour. L'Angleterre connaît également le même sort à la surprise générale. Malgré une équipe réputée invincible et le génie de Stanley Matthews, les Anglais subissent notamment la loi des États-Unis, petit pousset de la compétition, et sont éliminés sous les railleries du monde entier. Pas de demi-finale, ni même de finale pour sacrer le vainqueur de l'édition 1950, mais un mini-championnat où le premier est sacré champion du monde. Le Brésil, porté par l'incroyable Ademir, meilleur buteur de la compétition avec 8 buts, la Suède, l'Espagne et l'Uruguay y participent. Après des larges victoires face à la Suède et l'Espagne, le Brésil, ultra favori à domicile, n'a besoin que d'un nul face à l'Uruguay pour être sacré champion du monde. Devant 174 000 spectateurs officiels et officieusement plus de 200 000 spectateurs, le Maracanã voit le Brésil s'incliner 2-1 en finale de Coupe du Monde, une défaite en forme de drame national. Des fans iront même jusqu'à se donner la mort, une légende assurant même que certains l'ont fait au sein du stade. Le gardien brésilien Moacir Barbora Nascimento sera lui une cible nationale jusqu'à sa mort en 2000. Jules Rimet, le président de la FIFA, ne pourra même pas remettre la Coupe du Monde dans une cérémonie officielle. Les organisateurs brésiliens sont totalement dévastés et le président de l'instance internationale remet le trophée au capitaine uruguayen en catimini sur la pelouse. 1950, une Coupe du Monde à laquelle l'équipe de France aurait pu participer avant de refuser finalement l'invitation. Les Bleus ont en effet échoué tout d'abord en qualification avec une double confrontation épique face à la Yougoslavie. Après 2 matchs nuls sur des scores identiques de 1 but partout, les 2 équipes ont disputé un match d'appui à Florence avec une victoire très serrée de la Yougoslavie, 3-2 après prolongation. La France aura pourtant une deuxième chance de participer à cette compétition, invitée après le forfait de dernière minute de l'Écosse. Après avoir d'abord accepté l'invitation, la France a finalement renoncé à sa participation, estimant notamment que les distances à parcourir entre les villes au Brésil étaient trop importantes. De forfait, il en est également question concernant la participation de l'Inde. Qualifiée pour cette Coupe du Monde, la sélection indienne a finalement renoncé à participer à la compétition, comme l'Écosse ou la Turquie. Depuis plus de 70 ans, la rumeur laisse entendre que l'Inde a décidé de déclarer forfait en raison de l'obligation de jouer avec des chaussures alors que les joueurs indiens avaient l'habitude de pratiquer le football pieds nus. Une fausse rumeur, puisque le sélectionneur de l'Inde de l'époque a ensuite révélé que cette décision n'avait rien à voir avec un problème de chaussures. En réalité, c'est la Fédération indienne de football qui a privilégié les Jeux Olympiques à la Coupe du Monde à la réputation naissante. La preuve avec l'incroyable histoire du trophée durant la Seconde Guerre mondiale. Si Jules Rimet a eu bien du mal à remettre la Coupe du Monde aux Uruguayens, le trophée n'en garde pas moins une importance capitale. Le docteur Ottorino Baratti, président de la Fédération italienne et vice-président de la FIFA, a été contraint de cacher le trophée durant toute la guerre dans une boîte à chaussures sous son lit, ceci afin que les troupes de l'occupation ne s'emparent pas du prestigieux trophée Jules Rimet. Après ce focus sur l'édition 1950, rendez-vous très vite pour évoquer l'édition 1954. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez également 11 Mondial sur son site internet et les réseaux sociaux durant toute la Coupe du Monde au Qatar.